Ce dimanche, en Formule 1, l'incompétent de Formule Blabla passe 35 minutes à chercher un lien de streaming illégal pour pouvoir regarder la course avant de trouver un stream dans une langue dont il ignorait l'existence avec une fréquence d'image inférieure au nombre de tours que se prennent Schumacher et Mazepin tous les dimanches. Du déjà vu en Formule 1 qui se répète toutes les semaines. Mais depuis que Formule Blabla utilise NordVPN, il peut virtuellement outrepasser sa position géographique pour quitter la France et profiter des pays qui diffusent gratuitement son sport préféré. Et vu que le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde d'après Wikipédia, il peut même regarder la Formule 1 dans des pays qui parlent la même langue que lui, comme la Belgique. NordVPN est le VPN le plus rapide du marché, et grâce à cela, Formule Blabla peut même faire ses émissions en live en toute sécurité, sans problème de débit, et ce, en étant en partage de connexion sur son téléphone. Mais il devrait vraiment pas faire ça parce qu'il vient d'exploser son forfait. Toi aussi découvre le pouvoir de la téléportation virtuelle pour pouvoir vivre les Grands Prix de Formule 1 en compagnie de Gaëtan V et regarde les vidéos de Formule Blabla qui sont bloquées à l'étranger. Pour en profiter, rends-toi sur nordvpn.com/formuleblabla. Black Friday. Avec le lien en description, NordVPN vous propose un abonnement à 2 ans à moins 73% et avec une période d'essai de 30 jours, satisfait ou remboursé. Vous êtes beaucoup trop sympathique. Vous ne me méritez pas. Non, c'est le contraire. Roue libre! Je le fais mal, je sais. Bonsoir YouTube et bienvenue sur Formule Blabla en cette belle soirée pour parler Formule 1. Eh oui, on est là pour ça, on est là pour ça. Donc bonsoir sur Flo RS13 Good Car Mage. On va pouvoir acheter les droits de la Formule 1. On est à ça. Sachant que ça, c'est l'échelle que je donne pour représenter 35 millions d'euros. Je sais, mais on n'en est pas loin. Mais au moins, on va pouvoir continuer à assurer les FIMG Night Fever avec toujours plus de costumes qualitatifs. Et puis, on essaye de voir ce qu'on peut préparer cet hiver pour les essais privés si jamais on se croise et qu'on rencontre du monde. Bonsoir Olivier, bonsoir Nolan, bonsoir Mattol, bonsoir Sébastien. Bonsoir Jonathan, bonsoir David, John et tout le beau monde qui nous rejoint en ce beau lundi soir pour parler de ce Grand Prix du Qatar. La rime n'était pas du tout voulue, elle était velue mais elle n'était pas voulue. Je pense qu'il y a pas mal de choses à entrer en profondeur aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça aussi que je me suis dit que je voulais attaquer un petit peu les formats de cette sorte. On peut garder le dimanche soir un petit peu pour décompresser, prendre ça un petit peu comme ça vient. Et puis, on essaye de garder la semaine avec le débrief un petit peu plus carré et un petit peu plus en profondeur. J'ai pu prendre le temps déjà d'un peu mieux regarder la course en détail, et puis voilà, comme vous le savez, je vais continuer à essayer d'extraire du coup ces petites parties en format vidéo courte, et puis l'intégralité des lives, vous pourrez les retrouver sur la chaîne Blabla F1 VOD. J'ai mis la chaîne tout en haut, je vais l'épingler, je sais pas du tout si ça va marcher ou quoi, mais bon. Voilà.
Bon, on dit bonsoir également à Valérie Bottas, qui est juste là en ma compagnie. Je vois pas ce que je fais, mais voilà. C'est Madame Valérie Bottas qui est toujours parmi nous, avec moi. Et je pense que, honnêtement, hier, on était plutôt enthousiaste après le Grand Prix, avec Monsieur le Circuit, Monsieur Loïc de Galaxis et Monsieur Gaël de France Racing. Dans l'ensemble, plutôt optimiste. Dans le chat, vous aviez l'air optimiste. Et en revoyant la course, oui, je dois l'avouer que c'était un Grand Prix fort satisfaisant. C'est pas une venue qui pourra me donner envie, qui me manquera si on ne la revoit jamais, mais elle ne m'a pas déplu. J'étais surpris de voir à quel point les pilotes pouvaient se suivre, faire la course, très peu de dirty air, un petit peu la surprise parce que vraiment les pilotes arrivent à se suivre. Beaucoup étaient surpris, donc même Mercedes, on se souvient que on les a entendus dire un moment à la radio à Hamilton que les dépassements étaient beaucoup plus faciles que prévu. Donc c'est quelque chose de bien. On ne l'aura évidemment pas l'année prochaine. À partir de 2023, on retournera au Qatar. On ne sait pas encore sur quel tracé ce sera. Mais ce tracé de Losail actuellement ne m'a pas déplu. Après, on verra ce que ça donne au bout de 10 éditions. Mais bon, comme je le disais, ils vont peut-être très certainement en fabriquer un autre. Je sais, je fais mal mon roue libre. Je fais mal mon roue libre, mais il est inégalable, le roue libre. Il est inégalable. Alors, on va commencer par un petit peu de trucs marrants. Pourquoi Christian Horner a été convoqué auprès de la FIA hier soir? Alors, ça remonte, on en parlera plus en détail après des pénalités, enfin, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, mais l'annonce des pénalités a été prise à la dernière minute, ça en devient caricatural, et l'annonce s'est tombée donc 2 heures avant le départ, et même moins de 2 heures avant le départ, puisque Verstappen était convoqué 2 heures avant le départ, et interrogé sur Sky Sport, sur la grille de départ avant le Grand Prix, Christian Horner a dit que, grosso modo, la pénalité était due parce qu'il y avait des commissaires qui étaient un petit peu débiles et qu'on avait un directeur de course qui mériterait de grandir un petit peu. C'est à peu près ce qu'il a dit. Le problème, c'est au sein de la FIA, ça passe pas trop, ce genre de propos, même si, bon, c'est son avis, mais bon, comme je le disais, hein, c'est comme ça que ça marche en dictat FIA. Et à partir de là, du coup, il y a une infraction, puisque dans le règlement, c'est noté que tu n'as pas le droit de porter un jugement, pas tant un jugement négatif, mais desservir les intérêts de la FIA, des organisateurs, de tout ça. Donc, étant donné que c'est plus ou moins ce qu'il a fait, il a été convoqué pour cela. Il a pu se justifier, s'expliquer, tout ça. Il a été très clair sur le fait qu'il ne cherchait pas du tout à insulter le commissaire ou les commissaires de piste en question. Il a présenté ses excuses en personne auprès des commissaires de piste. Et il a même dit qu'il était prêt à faire un petit séminaire ou quoi que ce soit pour un petit peu revaloriser leur travail. Ce que la FIA, voilà, ils vont... Alors je sais plus s'ils sont partis sur quelque chose, tout ça, sur une... je sais pas si un projet actuellement, mais on devrait pouvoir suivre ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les journaux People, quand on commencera à s'ennuyer. Est-ce qu'une infraction, c'est une petite fraction? Ah mince, j'entends pas, j'entends pas. Ah, j'aime mieux ça. C'était pas parti. Bien, avant qu'on se retrouve du coup pour ce prochain Grand Prix dans 2 semaines, pour répondre au chat en Arabie Saoudite, on va reprendre un petit peu du coup ce que je disais sur ce Grand Prix du Qatar qui a été marqué, un Grand Prix marqué par une usure un petit peu excessive des pneus, et quand je dis un petit peu, c'est pratiquement un euphémisme. On a eu un total de 4 pilotes qui en ont été victimes, Bottas, Norris et les 2 pilotes Williams.
c'est pas quelque chose qui me choque en tant que tel. C'était presque même à prévoir. Je rappelle qu'on est sur un tracé euh, dont l'asphalte n'a jamais été resurfacé, je crois, et le tracé est assez vieux. Donc on est sur une piste vraiment abrasive, on est sur une piste où on roule pas particulièrement beaucoup, donc qui est très peu gommée. On est également sur un tracé extrêmement rapide, enfin il y a très peu de sections lentes, sinon pas du tout sur ce circuit. Et un petit peu à l'image de Silverstone, on est sur un tracé donc où on a beaucoup de virages très rapides. Et qui dit beaucoup de virages rapides, beaucoup de tension exercée sur les pneus qui doivent encaisser ces charges dans les virages. Et en conséquence, ils sont énormément fragilisés. Alors, je ne veux pas blâmer Pirelli dans le sens où je vais j'ai pas envie de revenir en arrière sur ce que je disais après le Grand Prix de Bakou, mais pour faire très bref, pour moi, font comme ils peuvent avec les restrictions qu'ils ont. Il y a aussi à prendre en compte, dans ces restrictions, j'entends le manque de roulage, j'entends le cahier des charges qui est quand même assez capillotracté, parce qu'on leur demande à la fois de fournir des pneus qui tiennent très bien et qui permettent en même temps de se dégrader suffisamment pour faire de la course. On leur demande également de faire tenir des pneus qui ne sont jamais testés dans ces conditions-là. Les tests Pirelli qu'on voit, il y en a quelques-uns à Silverstone, mais ça doit être le mieux qu'on... Enfin, le pire qu'on puisse faire en termes de tests pneumatiques pour tester leur résistance. Sinon, on voit pas trop ça. Donc Pirelli a assez peu de données pour pouvoir comparer un petit peu les différentes situations qu'ils ont à affronter. Et l'autre chose, même si je suis pas très friand à l'idée d'avoir un second ou d'autres manufacturiers pneumatiques, même si je pense que ça pourra difficilement se faire à l'heure actuelle, c'est que d'avoir des concurrents, ça pousse le manufacturier pneumatique, donc Pirelli, à chercher à battre ses rivaux. Et du coup, pour battre ses rivaux, il faut développer plus de moyens, plus de budget pour mener ses enquêtes, pour tenter de comprendre ce qui marche pas, et chercher la performance, en réalité. Et au final, cette quête de performance pneumatique, pour moi, je trouve pas qu'elle apportait tant que ça à la Formule 1. Après, la seule guerre pneumatique que j'ai vraiment connue, c'est Bridgestone contre Michelin dans les années 2000. Et pour moi, c'était majoritairement à la faveur de Bridgestone, à part pendant 2 saisons. Dans l'une de ces saisons est en 2003, où on avait les règles pneumatiques qui changeaient tous les 2 mois, et l'autre saison est en 2005, où on a clairement fait une réglementation anti-Bridgestone. Donc, c'est à peu près ce que je retiens de cette lutte. Et puis, c'est vrai, on a eu 2006 aussi. 2006, c'était un peu plus une vraie lutte, mais peut-être plus par le fait que Renault et Ferrari étaient très proches. Évidemment, USA 2005. USA 2005. Bon, est-ce que vous en avez... faut que j'arrive à remonter le chat, je peux pas comme ça, pour essayer de voir un petit peu ce que vous en avez pensé de ce Grand Prix. Ah, est-ce qu'il y a des problèmes de son ici? J'ai vu que le son était mauvais, ou je sais pas si c'était une comparaison à un message que j'ai raté, parce que si le son est pas bon, je sais pas quoi faire. Pourquoi Michelin et Bridgestone ont arrêté la F1 maintenant? C'est Pirelli. Alors, Michelin, parce qu'ils en avaient plus grand bénéfice, et la polémique du USA 2005, elle avait coûté assez cher au prestige de la marque. Et Bridgestone, c'était juste que c'était plus ou moins la fin d'un accord et que Pirelli était intéressé. Donc, Bridgestone a été manufacturier unique de 2007 à 2010.
Pour moi, bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle... euh, je sais plus, au sujet de Pirelli, la faute de Pirelli peut-être, point d'interrogation, où en gros j'explique que pour moi, le grand problème qu'a eu à affronter Pirelli, c'est grosso modo celui que Bridgestone a laissé en suspens en 2010, à savoir celui de devoir gérer des pneumatiques non pas pour des relais courts, mais pour des relais très longs. Parce qu'en 2010, c'est l'interdiction des ravitaillements en essence. Depuis... Ok, d'accord, le son était trop faible depuis 2 ou 3 lives. C'est que là, je suis sur OBS, donc je peux mettre mon compresseur, donc ça balance un peu mieux. J'essaierai de voir ce que je peux faire quand je suis sur Melon pour... C'est l'autre plateforme. Melon, c'est la plateforme par laquelle je passe généralement quand il y a des invités sur OBS. Je peux rester tout seul, c'est beaucoup plus simple et pratique. Et je peux mieux gérer mon son et tout ça. Donc, pour en revenir à 2010, on avait du coup la fin des arrêts ravitaillement et les pneumatiques devaient du coup commencer à faire 1 arrêt, 2 arrêts, à gérer des grands prix avec en début de course beaucoup plus d'essence. À l'époque, on était grosso modo sur du 2-3 arrêts tout le long, mais à chaque fois, la voiture était beaucoup plus légère. Alors que là, on démarre, paf, avec le plein, et c'était un petit peu plus compliqué. Donc en 2010, Bridgestone a fait des pneus en bois qui étaient incassables. On se rappelle du Grand Prix d'Italie 2010 de mémoire, où on a Vettel qui a fait 52 tours en pneus tendres, et qui s'est arrêté au 53e pour mettre les pneus durs, sur 53 tours. On en était là. Parce que il aurait pu faire toute la course avec ses pneus tendres, en plus à Monza, les pneus tendres en théorie, c'est ceux qui tiennent pas, tu vois. Là, il a fait 99% du Grand Prix avec, quoi. Il a juste changé en fin de course parce qu'il était obligé de le faire pour pas être disqualifié. Oh là là. Si le son n'est pas bon, faut qu'on te donne de blé. Elle est exceptionnelle, celle-là. Elle est exceptionnelle. Ouais, elle est exceptionnelle. Très très bien joué. Petite question règlement, si les pneus de Q2 d'un pilote qualifié en Q3 explosent, que se passe-t-il? C'est ce qu'on a vu avec Verstappen par exemple à Bakou, qui avait eu un train de pneus abîmé à la fin de la qualif. Ce qu'on a pu voir avec Leclerc aussi à Monaco, je crois, même s'il n'a pas pris part à la course. Dans ce cas-là, la FIA autorise l'équipe à changer le train de pneus, à condition que ce soit un train de pneus qui a été utilisé pendant la séance de Q2 ou de Q1, qui soit du même composé, évidemment. Donc si c'est des pneus soft, ce qui est le cas la plupart du temps, faut qu'ils aillent chercher un autre composé de pneus de Q1, quoi. Donc, et vu que généralement, ils font rarement plus de 3 tours avec, tour de sortie, tour rapide, tour d'entrée, ils sont généralement à peu près usés tous de la même manière. Voilà, voilà. Maintenant, c'est des pneus en chocolat, vibreur plus agressif en céréales, et paf, ça fait des chocs à pic. Bien, pour parler un petit peu de l'aspect pénalité qui a un petit peu marqué la fin de la séance de qualification, après la crevaison de Pierre Gasly, du coup, qui s'est arrêté sur la ligne de départ arrivée, on a eu 3 pilotes qui ont été flashés par les commissaires de piste pour ne pas avoir assez ralenti sous régime de drapeau jaune. Valtteri Bottas, Max Verstappen et Carlos Sainz. Carlos Sainz a été anobli, affranchi par la FIA. Bottas a pris 3 places de pénalité donc pour non-respect des drapeaux jaunes, et Verstappen 5 places de pénalité pour non-respect de double drapeau jaune. C'est une des raisons pour lesquelles Christian Horner était plutôt mécontent, c'est que c'est au même endroit, où c'est à genre 20 mètres près. Il y avait, il faut l'admettre, aucune coordination du côté des commissaires de piste, mais la situation est, bon, assez particulière. Là, honnêtement, je ne m'avancerai pas plus que ça là-dessus. Mais bon, j'ai
plus envie d'évoquer la problématique ailleurs, dans le sens où, depuis le Grand Prix de Interlagos, il y a eu une note de la direction de course expliquant que dès que des doubles drapeaux jaunes seraient brandis lors d'une séance d'essai, qualification incluse, les temps seraient automatiquement annulés pour les pilotes qui s'approchent de la zone qui est sous régime de double drapeau jaune. Le temps de Max Verstappen a bel et bien été annulé à la fin de la Q3. Son dernier tour, du coup, qu'il a amélioré sous double drapeau jaune, le temps a bien été annulé. Donc, la note a été respectée. Mais, pour moi, il y a quelque chose que la direction de course a commencé, j'ai l'impression, qui commence tout juste à le capter. Et j'ai pas envie de jouer au Nostradamus ou à celui qui est plus intelligent qu'il ne l'est réellement parce qu'il ne l'est pas beaucoup. Mais, pour moi, ça semble être le bon sens le plus élémentaire d'automatiquement annuler un chrono quand il y a un pilote qui passe dans une zone sous drapeau jaune. En qualification et en essai libre, évidemment, j'entends. Pourquoi ? Parce que tu demandes à un pilote de ralentir pour des raisons de sécurité. Et il faut qu'il ralentisse, il n'y a aucun débat là-dessus, parce que drapeau jaune, et surtout double drapeau jaune, ça veut dire que à tout moment tu dois être prêt à t'arrêter, parce que tu peux avoir un débris que tu ne vois pas, qui peut créer un suraccident, tu peux avoir un commissaire en piste, tu peux avoir n'importe quoi, donc il faut vraiment que tu sois prêt à t'arrêter à n'importe quel moment. Le truc, c'est que pendant qu'il y a ces drapeaux jaunes, les gars, eux, dans leur tête, le chrono, il tourne toujours. Et ils ont besoin d'améliorer, d'aller chercher la pole, d'aller chercher la Q3. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire, hop, j'ai relevé à peine l'accélérateur, j'ai perdu 3, 4 centièmes, peut-être un dixième, je sais pas. Mais c'est rien du tout, c'est insuffisant. Et surtout, on en revient à la question de qu'est-ce que c'est suffisamment ralentir quand il y a un drapeau jaune. Alors là, ça relance pour moi tout le débat qu'il y a eu à Bakou pendant que... Après l'incident de Verstappen où personne n'est passé à la même vitesse à côté des drapeaux jaunes, il y en a qui sont passés beaucoup trop vite, d'autres qui sont allés sincèrement avec précaution. Généralement, c'était plus ceux qui étaient 19 et 20e parce qu'eux, ils en avaient plus rien à faire. Mais pour en rester au cadre de la qualification en un tour, pour moi, c'est malheureux, mais si tu veux vraiment jouer la carte de la sécurité, pour moi, c'est ce que la FIA doit faire, c'est de juste directement annuler le chrono, comme ça, le mec qui est en train de faire son tour chronométré, il va pas être content, mais ça a la même valeur qu'un drapeau rouge au final, si ce n'est que ça n'interrompt pas la séance. Et du coup, c'est dommage, mais il ralentit et tout le monde est content au final. Et c'est beaucoup moins dangereux. Surtout, le gros problème est que les drapeaux jaunes font quand même tourner le chrono dommageable quand tu es dans une qualif à élimination timée. Oui, c'est à peu près l'idée. Ensuite, il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Donc, pourquoi il y a un tel... Là, on parle de Vettel et Ocon. Je savais même pas qu'ils avaient un frein parce qu'ils n'ont pas été convoqués. Sainz, qui a été convoqué, n'a pas été pénalisé. Donc, voilà. Bon. Je sais qu'on parle pas de ça, mais c'est vrai Moi, on parle beaucoup de Giovinazzi parce qu'il y a une place à promouvoir. C'est triste, mais voilà. Alors, pour parler grossièrement, parce que je suis quelqu'un de grossier de la course de Lewis Hamilton, que j'ai très mal prononcé, je n'ai rien à dire. C'est répétitif, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas eu une course aussi impeccable d'un vainqueur, mais là on est dans un cas de pole position avec la pénalité... en qualification, Hamilton enregistre une pole à 6 dixièmes de Bottas, qui est 3e. Verstappen est 4 dixièmes derrière. C'est un sacré chrono qu'il a sorti Hamilton. Alors, on était plus ou moins confiant sur le fait que Mercedes serait à l'aise sur ce tracé. On sait que
termes de vitesse de pointe, Mercedes a toujours eu un petit truc en plus tout au long de l'année face à Red Bull, mais on est sur un tracé qui a beaucoup de virages rapides, et on sait que les virages rapides, c'est justement la force de la Red Bull. Donc on pouvait penser que ça se mettrait dans la balance, mais aux essais libres, pendant les simulations, en qualification, il y avait pratiquement pas match, et pour moi, la seconde place de Verstappen est peut-être davantage dû à un temps pas du tout optimal de Verstappen qu'à une Mercedes qui est vraiment faible. Alors c'est pas pour enlever quoi que ce soit à la pole de Hamilton, parce que quand même, quoi qu'il en arrive, que les 6 dixièmes à son équipier, ça reste toujours assez magistral. Son Grand Prix a été plutôt ennuyant. Je crois qu'il a mené la course de bout en bout, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il serait à un meilleur tour près d'avoir un 8e Grand Chelem. Je crois que ça serait son 8e. Et pour être très sincère, j'ai pas envie qu'il ait de 8e parce que ça le mettrait égalité avec Jim Clark. Et je veux que Jim Clark détienne un des records les plus prestigieux de la Formule 1 parce que c'est Jim Clark. Et Lewis, il en a plein des records. Laisse-en un, Jimmy, s'il te plaît. Mais pour rester un petit peu plus sérieux, c'était une course magistrale. Il n'a pas pu se défendre pour le meilleur tour à cause de la virtual safety car en fin de Grand Prix. Mais dans tous les cas, même sans cela, je pense que Verstappen l'aurait quand même pris le meilleur tour parce qu'il avait un arrêt gratuit que Hamilton n'avait pas. Bonsoir Louis-Marie. Je rattraperai ça un petit peu plus tard. Comment expliquer que la grille de départ n'ait pas été définitive 4 heures avant le début du Grand Prix alors que c'est censé être le cas? Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pas qu'ils font ce qu'ils veulent, mais techniquement, la grille définitive... J'ai pas envie de dire une bêtise. Faudrait que je vois avec monsieur Michael Masi bis, notre cher Tony du Castellet, qui en saurait peut-être un petit peu plus pointu que moi sur la question. Mais on a vu, par exemple, pour le Grand Prix d'Autriche 2020, Hamilton a eu ses 3 places de pénalité à moins d'une heure du départ de la course. Parce qu'on se rappelle qu'il était sur son emplacement, je crois il était 2e sur la grille, il était sur son emplacement et Mercedes a dû du coup le reculer de 3 places. Donc techniquement il était déjà mis en grille quoi. Donc pour en rester sur l'affaire de Mercedes, c'était une nouvelle sublime victoire de Hamilton cette année. C'est que la 2e fois cette saison qu'il gagne 2 grands prix consécutifs. La dernière fois c'était l'enchaînement Portugal-Espagne. C'est dire à quel point je me délecte de cette saison 2021, parce que mon plus grand problème par le passé, c'était l'hégémonie absolue d'un seul et même pilote, évidemment étant Hamilton. C'était moins problématique dans les saisons 2017-18, parce que c'était, du moins le début de saison était disputé, et en 2019, parce que y avait Ferrari qui faisait un petit peu semblant au début. Mais là, d'avoir une saison aussi disputée, voilà. C'est quelque chose de rare, d'unique. Et quand t'as un pilote qui a gagné 7 grands prix, mais que l'autre en a aussi gagné 7, ça crée... voilà, ça... Parce que l'an dernier, en 17 courses, je crois qu'Hamilton, il en prend 11, quoi. C'est intenable. C'est intenable. Enfin, pour moi, qui n'aime pas tout le temps voir les mêmes gagner, c'est intenable. Donc là, j'en suis ravi de cette saison. Pour parler un petit peu de Valtteri Bottas, qualification, comme je le disais, qui pour moi n'a pas été maximisée. Alors, il n'y a rien de déplorable hein, dans son tour, mais le tour d'Hamilton, déjà, est absolument parfait. Je crois qu'il n'y a pas une seule correction. La voiture, elle est là où elle doit être à chaque instant du tour. Mais quand même, quand tu es dans la même voiture, 6 dixièmes, c'est beaucoup. Surtout que voilà, c'est pas un tracé qui met en difficulté la Mercedes. On n'est pas sur des cas comme Bakou ou Monaco, où clairement la Mercedes semblait ne pas du tout marcher. Et dans ces cas-là, tu peux un peu mieux comprendre que les écarts soient plus grands entre les coéquipiers, parce que ça relève davantage aux pilotes de faire la grande différence, alors que là, j'ai eu du mal à comprendre cet écart de 6 dixièmes.
3 places de pénalité sur la grille pour Bobo, du coup, qui partait 6ème. Du côté salle de la piste, ça ne l'a pas aidé pour son départ. Mais bon, ceux qui étaient partis du côté salle n'ont pas fait un départ aussi désastreux. Il a perdu plein de places, il est tombé hors du top 10. Et après cela, c'était un début de relais, du moins, d'attaque pour remonter. Et il a passé quelques tours coincés derrière Stroll et Tsunoda. Et je sais que je radote, mais parce que je suis vieux très certainement, j'aime radoter. Mais quand on compare sa remontée à celle de Hamilton à Interlagos ou à celle de Perez ce même dimanche, je dois toujours déplorer que sa progression dans le peloton n'est pas toujours la plus brillante et que même après, une fois qu'il a été débarrassé de tout de tout le vilain monde qu'il avait affronté dans le peloton, à savoir Norris, le dernier je crois, et Norris s'est arrêté au stand, donc il avait une piste claire devant lui. Il a pu vraiment, là, montrer qu'il avait un très bon rythme de course. Et gérer ses gommes, il était parti pour un relais, pour une course à un seul arrêt. Alors là, on en revient aussi à un autre point qui me force à remettre en perspective le blâme qu'on pose à Pirelli. C'est que Pirelli pose des recommandations que les équipes sont libres ou non de suivre. Hein. Mais Pirelli a dit 2 arrêts. De toutes les stratégies qu'elles ont proposées, c'était du 2 arrêts. Majoritairement médium, dur, ou soft, dur, médium, enfin voilà, ce qui préconisait là de faire plus de 32 tours, je crois, avec des pneus médiums, ceux qui ont servi à la Q2 en plus, et essayer de tenir tout le long, ça n'a pas du tout marché, l'avant gauche a lâché, il s'est enterré dans le bac à sable. Il a réussi à en ressortir, mais j'ai cru qu'on allait se prendre une safety car au début parce qu'il a réussi à quand même se sortir du bac à sable à 3 roues en étant pratiquement à l'arrêt. Après, le bac à sable n'était pas particulièrement profond, mais c'est déjà une bonne chose. Ça lui a donné peut-être un petit peu plus d'espoir pour la suite, mais à cause de ce tour sur 3 roues, le fond plat, les appendices aéros, ils ont pris très cher et il n'y avait plus rien à espérer du Grand Prix. Du coup, on l'a fait abandonner. Sinon, sa course aurait pu se terminer sur le podium malgré ce mauvais départ. Son plus gros boulot, c'était de gérer l'écart avec Perez et Alonso pendant son premier relais, qui, eux, étaient a priori sur une stratégie à 2 arrêts, qui s'était déjà arrêté avant lui. Il devait essayer de maintenir un écart suffisant pour ressortir devant eux ou juste derrière, de sorte à avoir l'avantage en piste. Mais évidemment, on n'est que dans un monde hypothétique. Tu penses que c'est à cause de ce premier tour affligeant qu'il est obligé de faire une stratégie à un seul arrêt? Moi, j'avais tendance à penser qu'on voulait le mettre sur une stratégie à un arrêt pour faire barrage à Verstappen. En quelque sorte, pour espérer que Verstappen ressorte derrière lui et qu'il ne le repasse jamais ou difficilement, on ne sait pas quoi. C'est ce que j'en pensais. On notera qu'il a explosé au 33e tour numéro de Verstappen. Très, très intéressant en effet. Pour ce qui est de son compagnon de pénalité, Max Verstappen, lui c'est tout l'inverse, un excellent vol au départ. Il est remonté 2e à la fin du 5e tour, ce qui est à la fois pas une surprise, pour être honnête. On sait que la Red Bull a un très net avantage par rapport à tout ce qui n'est pas une Mercedes. Et comme Lewis au Brésil, et comme Lewis au Brésil justement, on sait que quand il s'agit de remonter dans le peloton, il y a difficilement plus efficace que Hamilton et Verstappen en l'occurrence. On se retrouvait du coup au bout de 5 tours seulement avec un doublé à Hamilton-Verstappen. Le souci pour aujourd'hui, c'était qu'il y avait... pendant ces quelques tours où Verstappen a dû remonter, Hamilton avait déjà creusé 6 secondes d'avance. Et à partir de là, 6 secondes d'avance, quand t'as 2 voitures qui sont au niveau à peu près similaire, avec un Hamilton qui était clairement plus sur de la gestion qu'autre chose, il peut pas y avoir match entre les deux. Sauf s'il y avait eu une safety car, auquel cas, là, Verstappen aurait pu tenter
quelque chose, un dépassement un peu forcé, une stratégie différente pour essayer de lui prendre la position, mais dans ce cas-là, il n'y avait plus rien à espérer, tant pour Verstappen que pas grand-chose à craindre pour Hamilton, si ce n'est une erreur mécanique ou de sa part. Ma grosse déception pratiquement du week-end, c'est Sergio Pérez. Après une série de plutôt bonnes qualifications, le revoilà bloqué en Q2. Après, pour être honnête, il n'était pas tant à la ramasse que ça dans son tour en Q2 face à Verstappen. C'est juste qu'on était sur une Q2 très serrée. On avait Hamilton premier, Russell 15e, il y avait une seconde entre le premier et le 15e. Pérez s'est plaint de ne... Enfin, s'est plaint non, mais il a déploré de ne pas être sorti dans la fenêtre la plus optimale pour enregistrer son tour, mais il n'empêche que... malgré toutes ces excuses, il a quand même une Red Bull, il était sur des pneus soft, il aurait dû être dans le top 10, donc c'est une grosse déception de ce côté-là, parce qu'avec les pénalités de Verstappen, et heureusement de Bottas pour Red Bull, Pérez aurait dû être là, en seconde position sur la grille, pour aller taquiner Hamilton dès le début de course, et il n'était pas là, donc c'est quelque chose qui peut vraiment un petit peu piquer Red Bull, je pense. Mais si on parle de sa course, encore une fois, hyper efficace également, très efficace dans le peloton en début de course. C'est pour ça que je disais, si on le met en relation avec avec Bottas, pardon, on voit un petit peu l'évolution, même si dans les premiers que Pérez a dû dépasser, il y avait Tsunoda. On peut se dire qu'il y a peut-être eu des consignes de la maison mère, mais il a passé quand même au moins 2-3 tours, je crois, derrière Tsunoda, donc il a perdu du temps, mais il est remonté assez rapidement sur les autres, sur les Alpines, sur Norris, sur les Ferrari, donc il a fait le boulot assez rapidement. Un podium était en vue pour lui également, mais Red Bull a préféré, à l'inverse de Mercedes avec Bottas, en voyant toutes les explosions de pneus, Red Bull se sont dit, à mon sens, on joue la carte de la sécurité, il vaut mieux terminer 4, 5, 6e que de pas terminer du tout à cause d'une crevaison. Pérez n'a pas du tout aidé par le fait qu'il se soit arrêté peut-être un petit peu trop tard pour son second arrêt. On était peut-être trop optimiste chez Red Bull sur le manque de rythme des pilotes qui avaient à dépasser, qui étaient sur un seul arrêt. Stroll, les Alpines, tout ça. Et également, il y a eu cette virtual safety car en fin de Grand Prix qui a forcé Pérez à couper son élan parce qu'il remontait comme un piti fou sur Nando Alonso. Ça coûte pas très cher, les impendices. J'ai dit quoi? J'ai dit impendices. Parce que je crois que quand il y a un bug sur un appendice aéro, on appelle ça un appendicite. C'est une Ibanez. La guitare, c'est une Ibanez. Ouais. Je sais plus la référence parce que c'est trop chiant de la trouver. Mais bonsoir Bastim, bienvenue, installe-toi, il reste des chaises, normalement. On en vient donc à ces Alpines, 3e et 5e, on peut dire que c'est un super week-end en termes de rythme, tout simplement. Alors évidemment, il bénéficie de l'abandon de Bottas, de la petite déconvenue de Pérez, mais il était assez clair ce week-end sur ce type de tracé qu'Alpine était 3e, 4e force du plateau. Et c'est pas juste une équipe qui avait une bonne voiture, c'est une équipe qui avait aussi 2 bons pilotes qui sont allés chercher le résultat avec une stratégie à un seul arrêt. Alors on a vu que c'était pas les seuls dans le top 10 à avoir fait marcher un seul arrêt, mais cette année en Formule 1, c'est pas du tout la première fois que Alpine tente des stratégies assez économes. On se souvient de Ocon en Turquie qui mise sur une course à 0 arrêt qui arrive à marquer 1 point. À Interlagos, les 2 Alpines sont sur un seul arrêt. Excusez-moi. Les 2 Alpines qui sont sur un seul arrêt. Les 2 Alpines, pardon, qui sont sur un arrêt contre les autres qui sont sur 2 arrêts.
Oh, Sergio Ibanez, elle est belle, celle-là. Elle est très très belle, Sergio Ibanez. Euh, Tout ça pour dire que cette année, Alpine, en termes de coût stratégique, c'est quelque chose que je comprends pas, pour être honnête. Mais c'est peut-être une question d'attente. Alpine se fait faire caca dessus depuis le début de l'année. Et enfin, tout au long de la saison. Et pour moi, c'est une de mes bonnes surprises cette année parce que ils avaient une voiture pas mauvaise l'an dernier qui jouait le top 3, top 5, c'était très serré aussi. Mais sur cette saison 2020, ils sont partis dans l'optique de reprendre à zéro. Alors reprendre à zéro en termes de management, en termes de la manière dont l'équipe était structurée. Et je trouve, sincèrement, qu'on a un nouveau duo de pilotes. Alors Ocon était déjà là, mais qui devait se réaffirmer après une saison où il revenait, qui était un petit peu en dents de scie. On avait un Alonso qui revenait après 2 ans sans Formule 1. On avait une équipe qui était très claire sur le fait qu'elle allait très rapidement se tourner sur 2022. Et ils ont pas toujours été là cette année, mais quand ils étaient là, ils ont pris les gros résultats. C'est pas à l'inverse de AlphaTauri qui pour moi joue bien le rival d'Alpine cette année. AlphaTauri cette année, ils avaient une excellente voiture sur pas mal de tracés et on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce week-end, ils auraient pu viser pratiquement un double top 6 ou double top 8 chez AlphaTauri et il n'y a aucune voiture dans les points. Et ça a été le cas très souvent cette saison que chez AlphaTauri, on n'arrive pas à maximiser ses opportunités. Et je trouve que Alpine l'a très bien fait cette année. On a eu quand même un Grand Prix, la victoire en Hongrie. On peut évidemment mettre ça totalement sur le dos des circonstances de course parce que à aucun moment une Alpine jouait la victoire. Mais le fait est que le muret des stands, les mécaniciens n'ont pas commis la moindre erreur dans leur Grand Prix qui était peut-être le plus tendu de l'année. Les pilotes n'ont pas fait la moindre erreur et encore aujourd'hui, il y avait un podium à aller chercher, il y avait une autre Alpine qui pouvait viser le top 5. Ils ont une voiture sur le podium, l'autre sur le top 5. Les stratégies étaient bonnes, les mécaniciens ont été bons et les pilotes, ils ont été là. Donc, sincèrement, peut-être est-ce que je n'avais pas autant d'attentes que certaines personnes, mais la saison d'Alpine, pour moi, même si on peut s'attendre qu'en tant qu'ex-Renault, elle soit avec les McLaren et Ferrari, je trouve que cette structure a démontré qu'elle était carrée déjà, au moins sur le côté équipe de course. En termes de hiérarchie, tout ça, j'ai pas envie d'entrer dans le débat. Mais déjà, sur ce point-là, c'était quelque chose qui m'a une nouvelle fois rassuré cette année. Pour parler de la course de Nando L'Alonso, il a été immédiatement agressif au départ sur Gasly. Il l'a passé dès le virage 2. Après, c'est Alonso, on sait que les départs, c'est toujours sa spécialité en quelque sorte. Il a fait un super long premier relais avec ses pneus tendres. C'est quelque chose qu'on peut souligner parce que je parlais de la stratégie un seul arrêt. Mais les deux ont dû la faire marcher avec des pneus tendres en début de course. Et ça, c'est quelque chose qu'on sentait qui pouvait se retourner contre eux. Parce que justement, encore une fois, si on compare à AlphaTauri, ils n'ont pas du tout fait marcher ce début de course avec les pneus tendres. Pour la suite de la course d'Alonso, son second relais avec les pneus durs était très bon, très gestionnaire et en même temps, il arrivait à gagner du temps tout en l'économisant dans les sections les plus rapides, c'est ce qu'on lui a dit de faire à la radio. Il l'a très bien fait. Évidemment, sauvé par le gong de la Virtual Safety Car, mais au bout d'un moment, quand on a une voiture qui n'a pas sa place sur un podium à la régulière, si on n'a pas ces petits coups de chance avec nous, ça n'arrive pas. Donc, on peut être content pour l'écurie de réussir à faire marcher ça, et je ne m'en suis pas caché une seule seconde cette année, mais un petit Nando sur le podium, c'est tout ce que j'aurais demandé en 2021, pour être honnête.
Alors j'en ai eu triple ration, hein, une lutte pour le titre mondial qui devrait, au pire des cas, aller jusqu'à l'avant-dernière course, avec 13 podiums différents sur le podium cette année, si je dis pas de bêtises, 8 équipes sur 10 qui sont montées sur le podium, et même 9, attends, 8, non, il y a que AC et Alfa Romeo qui sont pas montés dessus. Donc ouais, on n'a pas je n'ai pas de quoi me plaindre en tout cas. Et puis voilà, 7 ans sans podium, c'est pratiquement du jamais vu, surtout quand c'est pour un 98e podium en Formule 1. Je rappelle qu'Alonso, c'est le 6e pilote avec le plus de podiums de l'histoire. Il en est maintenant à 5 des 103 de Raikkonen. Mais c'est la plus longue attente entre deux podiums, même en Formule 1, mais en termes de Grand Prix. Ça fait 140 Grand Prix ou je sais plus, un truc comme ça. En termes de temps, c'est un autre pilote que j'aime bien évoquer. C'est un certain Alexander Wurz. Depuis le Grand Prix, si je dis pas de bêtises, de Silverstone 97 jusqu'à Imola 2005, qui est la plus longue attente en termes de temps. Mais on est à quelques vaches près, voilà, on y est quoi. Parce que voilà, il a à aucun moment depuis 2013-2014 eu une voiture pour jouer le podium. Il en a pris deux en 2014 avec Ferrari. À partir de là, il n'y avait plus rien. Et cette année, on sentait qu'on avait un plateau qui donnait lieu à ses places dans le podium. C'était le seul pilote du top 12 qui n'avait pas un podium à l'heure actuelle. Et il n'était pas passé loin. On avait eu la Russie. On avait eu la Hongrie, justement. Il y avait eu la Turquie, où il était bien placé sur la grille de départ, mais il s'est fait striker au départ. Donc, on peut pas dire que Nando ait été le pilote le plus fortuné de ces dernières saisons, même si il n'a pas toujours fait jouer sa chance en sa faveur en dehors des circuits. Quand il est en piste, pour moi, c'est un de ces rares pilotes qui arrive toujours à maximiser ses week-ends. Et là, il a eu le petit coup de pouce du destin en plus pour revenir enfin sur le podium. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprécier, même si on peut ne pas apprécier le bonhomme qu'il y a derrière. C'est un moment assez historique, je pense, parce que c'est un petit peu comme le podium de Schumacher en 2012. C'était peut-être pas révélateur de ce que Schumi avait fait de mieux depuis son retour, parce que c'était nettement de ça des attentes, mais c'était un pilote, un grand champion qui revenait sur le podium après une longue attente, après avoir quitté la F1. Donc je pense que même si Alonso performe excellemment cette année, on peut le mettre un petit peu à son crédit. Pour parler de Ocon, son week-end a été un petit peu entaché par les qualifications où il souffrait de vibrations aux zones de freinage. Il a perdu, on peut penser qu'il a perdu pas mal de temps à cause de ça. Et ça ne l'a pas empêché de passer en Q3. En course, il a pris un bon départ, un bon envol. Il a pris quelques positions aussi en piste, du coup. Et puis voilà, il a géré, du coup, le Grand Prix à un seul arrêt comme Alonso. Pneu tendre, pneu dur. Et ça a marché. Et je pense que si on ne peut pas comparer la défense qu'il a offerte face à Perez à celle de Alonso face à Hamilton, faut aussi mettre en perspective le fait que le Hungaroring, c'est un circuit où dépasser, c'est presque impossible. Euh, Évidemment, quand tu as une voiture qui va 1 seconde 5 au tour plus vite, c'est plus simple. Mais quand tu as une voiture très large, comme Alonso, ça se fait. Là, la piste était beaucoup trop large pour que même Alonso arrive à retenir Perez plus longtemps. Et j'ai vu un Ocon un petit peu combatif. Euh, Et pour moi, c'est arrivé à de trop rares occasions de voir Ocon combatif en piste. En termes de rythme, je le répète, pour moi, il fait un excellent boulot en qualif, en course. En termes de gestion de ses relais, il a encore à améliorer, mais pour moi, ça a toujours été sa force, un peu les Grands Prix à Ocon. Et là, vraiment, de le voir un petit peu punchy en piste, c'est quelque chose qui manque un petit peu à son arc, selon moi en tout cas. Et ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. On va refaire un petit tour voir le chat. Bonsoir sur Tony. Euh... non, je n'utilise pas la nouvelle boisson pour visiter d'autres pays. Elle est
Ah non, elle est pas là. Elle est ailleurs. Mais la petite question, Tony, si t'es dans le chat, t'as un peu de temps, je me posais la question tout à l'heure. Bon, ça va te forcer à parler à l'écrit, mais qu'est-ce que tu penses de ces affaires de drapeau jaune qui étaient un petit peu bizarres en fin de Q3? T'avais des sections double drapeau jaune dans la même ligne droite, c'est un peu bizarre, je pense. Voilà. Gasly rate un départ sur deux, mais c'est un top pilote. Oui, c'est dommage pour ces départs. On va en parler un peu plus tard des AlphaTauri. C'était assez désastreux ce dimanche. Mais les départs, ça a même été un gros point faible des AlphaTauri cette année. Hein. De manière générale, un peu comme chez Mercedes, j'ai l'impression. C'est c'est un truc, après, ça c'est propre à l'équipe, hein, c'est au niveau de l'embrayage, de tous ces trucs. Si tu te rappelles Red Bull en 2020, d'ailleurs Red Bull en 2020 justement, parce que j'allais dire, je me répète, avait des départs pathétiques. Et en 2019 aussi, si tu te souviens, Verstappen, là j'ai cette image en Autriche, où il est deuxième sur la grille à la fin du premier tour, je crois il est huitième, juste parce que la voiture part pas. Et cette année, je crois pas avoir vu une Red Bull faire un mauvais départ de l'année. Ou alors, je parle de l'envol, hein, surtout. Et mais là, non, en fait, il a fait un bon départ, Gasly. Hein. Il était pas trop. C'est juste qu'il était mal placé du côté salle. C'est surtout, je pense plus à d'autres courses, mais au Qatar, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à déplorer. Alors, Tony, tu penses que c'est un cafouillage l'affaire des drapeaux jaunes? Le mieux que serait que t'en parles en vocal, mais il faut savoir que les micro-secteurs de drapeaux jaunes et les panneaux LED jaunes ne sont pas les mêmes. Ouais. Bon, on va garder ça pour une prochaine fois. Ça peut être marrant d'aborder ça à l'occasion. Yep. Et aussi, l'autre chose, c'est le fait que les pénalités, la grille officielle est tombée à moins d'une heure, grosso modo, du départ de la course. C'est quand la deadline? La dernière deadline pour valider la grille de départ. Parce que je me rappelle, je le mentionnais, de l'Autriche l'an dernier, quand on a annoncé sa pénalité sur la grille, à un moment où où Hamilton était déjà posé sur la grille de départ et on a dit non, tu recules de 3 places. Ça peut être marrant aussi. Est-ce que le strike de Bottas va revenir sur la table à cause des points perdus par Red Bull? Je sais pas. Pour moi, connaissant Horner, ouais. Et surtout, je pense qu'il va parler de Silverstone. Parce il a mal digéré Silverstone. Il l'a mal digéré. On fera de la SMR avec Tony à l'occasion. Non. Ou alors on ouvrira une chaîne anonyme. Une chaîne anonyme. Lance Stroll, 6ème position pour Aston Martin, alors que Vettel est 10ème, enregistrant la 3ème double entrée dans les points de Aston Martin cette année, et la première depuis le Grand Prix de France. C'était il y a fort longtemps. Encore une fois, j'ose le dire, désolé mon petit Lance, mais les qualifications, c'est pas ouf. Il y avait clairement, sans dire qu'il y avait de quoi aller chercher les Alpines en qualif, il y avait moyen d'avoir une double Q3, et elle n'a pas été récupérée. Il a fait pas mal d'erreurs pendant son tour en qualif, Stroll. Mais encore une fois, c'est un départ sublime qu'il a pris. Il a profité du petit cafouillage qu'il y a eu entre Sainz et je sais plus qui, mais il y a eu un peu de cafouillage au départ. Il a aussi profité du fait que Bottas, Norris ont eu des crevaisons. Mais il n'empêche qu'il ramène une 6ème place et son meilleur résultat en Formule 1 depuis le Grand Prix de Sakir l'an dernier où il était sur le podium. Donc on peut l'applaudir pour cela parce que
En termes de rythme de course, Stroll, c'est pas un de ceux qui sont le plus à déplorer, mais ça reste énormément les qualifications qui sont assez tristes. Pour ce qui est de Vettel, qui termine 10e, alors partie 10e en Q3, du coup, on pourrait dire 10e, c'est... Voilà. Mais là, Seb... Il y avait un autre Seb moment à aller chercher cette année, un autre moment de brillance de Vettel, et il l'a raté dès le départ parce qu'il se retrouve dernier, hein, je crois, à la fin du premier tour. Il a complètement raté les premiers enchaînements, et au final, c'est un gros point noir sur sa course, parce qu'il perd beaucoup de points. Pour moi, il aurait pu aller embêter Ocon, peut-être pas aller le chercher, mais terminer 6 avec Stroll 7, ça aurait fait des gros points. Mais sa course, elle était forte, hein. Il reste sur une course à un seul arrêt, et il l'est avec soft et dur, pneus soft et pneus durs. Donc c'est-à-dire que son premier relais, il fait forcément la course, le départ avec ses pneus soft de la Q2. Il fait une erreur hors piste, il va rechercher tous les dépassements tout en maintenant très longtemps son premier relais avec ses pneus tendres qui n'ont vraiment pas tenu des masses sur ce Grand Prix. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à mettre à son crédit. Il faut que je le retrouve. Tac. Il tient jusqu'au 25e tour à peu près, Vettel, son relais de soft. Quand tu te dis qu'il a dû pousser pour aller chercher les positions, c'est pas mal. Et du coup, là, son second relais, il est aussi allé chercher les positions. Et encore, je dis n'importe quoi, pardon, c'est du médium, son second relais. Donc c'est techniquement des pneus qui n'auraient pas dû tenir aussi longtemps. Et il a réussi à les faire tenir en continuant de remonter. Donc une bonne course de Vettel, mais très entachée par ce mauvais départ pour moi. Et si on peut parler vite fait des Ferrari, Sainz 7 devant Leclerc 8. On a eu Carlos qui a porté les Ferrari vendredi et samedi. Il a été exempté de pénalité, ce qui l'a promu en 5e place sur la grille de départ. Mais là aussi, un départ beaucoup trop optimiste sur Norris. Il a tenté un truc mais a perdu beaucoup de place. Et ensuite, ça s'est traduit par une course assez anonyme dans le peloton. Et désolé mon petit Carlos, mais c'était pas ton jour, mais on l'a tous vu. Le double arrêt de Ferrari au stand, c'est parce qu'il rate l'appel au stand, tout simplement. Il s'arrête plus tard, il a oublié de s'arrêter. Et le problème de Sainz, c'est qu'il perd la position face à Stroll à cause de ça. Stroll, on l'a arrêté plutôt pour faire un undercut sur Sainz. Sainz a raté l'arrêt au stand. Stroll a eu encore plus de temps pour remonter, et il ressort derrière Stroll et il n'a jamais été capable de le repasser sur la fin de course. Donc là, c'est un moment pas glorieux de Sainz, parce que, je vais être cruel, peut-être, mais quand tu vois le rythme qu'avait Ferrari ce week-end, est-ce que le podium aurait pas pu être pour lui? Parce que l'Alpine était très forte, mais la Ferrari n'était pas ridicule non plus. Et sachant que son dernier tour en Q3 a justement été pas mal ruiné à cause du drapeau jaune, donc peut-être qu'il aurait pu chercher une meilleure position sur la grille. Pour ce qui est de Leclerc, c'était un désastre en qualification, mais on a compris après la qualif qu'il y avait une fissure dans son châssis, et qu'il y avait aussi des dégâts sur la suspension et un peu partout sur la voiture. Et c'est quelque chose qui a un petit peu rassuré Leclerc parce qu'il était en panique. Il a dit « je comprends pas les pneus », il n'arrivait pas à les mettre en température, c'était ingérable. On a compris qu'il y avait des dégâts, on a pu réparer la voiture sans enfreindre la règle du parc fermé, puisque si on justifie que c'est pour réparer la voiture et qu'on pose des composants qui sont similaires à ceux qui sont remplacés, il n'y a pas d'infraction au parc fermé. Évidemment, ces modifications sont faites avec chaque mécanicien qui a 2 ou 3 commissaires techniques qui sont comme ça derrière leur épaule à vérifier. C'était pas comme ça. Non, c'était 3 mm. Ouais, non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je caricature, mais c'est l'idée. Et en course, ça a l'air d'avoir résolu tous ses problèmes, parce qu'il a pu remonter du coup de la 13e place à la 8e position. Il a fait quelques dépassements en piste.
Je pense quand même que il y aurait peut-être eu mieux à aller chercher, mais il s'est retrouvé en fin de course bloqué dans le petit train Stroll-Sainz. Et c'est quelque chose qu'on peut souligner dans le sens où, encore une fois, en termes de qualification, Sainz, il semble remonter un petit peu, où c'est Leclerc qui perd parce qu'il a été bien moins impressionnant que ces dernières années, je trouve, Leclerc en qualif. Mais Leclerc a vite compris, enfin, j'ai l'impression qu'il s'oriente de plus en plus sa philosophie vers la course, ce qui est très bien parce qu'on a vu en 2019, pardon, que c'était une de ses grandes faiblesses, et pourtant il avait pris 7 pole positions. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'il va plus, surtout depuis la seconde moitié de saison, qu'il cherche plus nécessairement le miracle en qualif, mais que ses relais de course sont très bons généralement. À quelques exceptions sur la tournée nord-américaine, en fin de course, l'écart entre Sainz et Leclerc est assez notable. Et là, le fait que les deux se retrouvent côte à côte, à quelques secondes près, en fin de course, alors qu'ils étaient partis un cinquième et l'autre 13e, ça peut être voilà, une seconde 2 derrière Sainz, il termine Leclerc. Il n'a pas les chenilles, le Charles Leclerc. C'est un t-shirt qu'il faut que j'ai prévu de faire en plus, ça, le Charles Leclerc. Ouais. Ah, il y a eu des pubs? Comment ça, il y a eu des pubs? Normalement, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que YouTube, ils mettent... ouais. Ils mettent des pubs un peu quand ils veulent, maintenant, même quand tu monétises pas les trucs. Mais normalement, pendant le live, il devrait pas y avoir de coupure pub. Donc, je suis pas content, là. Ah, c'est une stratégie de Vettel pour avoir le prix des dépassements. Mais oui, mais évidemment. Ah, j'y ai même pas pensé. Bonsoir, Eric. Et bienvenue. Est-ce que McLaren a abdiqué? Pour moi, ils ont... La lutte entre McLaren et Ferrari, pour moi, c'est... Les deux ont abdiqué. Les deux ont abdiqué pour moi. Ils sont passés à 2022. C'est juste que Ferrari a ramené une dernière évolution en Russie qui semble marcher du tonnerre. Et que McLaren, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de revenir un peu en arrière sur leur philosophie pour essayer de trouver un compromis pour les pilotes. Parce que je rappelle qu'il y avait un gros problème sur la McLaren dès 2020, en fait. Sainz et Norris n'étaient pas contents de la voiture. Et ils ont fini par s'y habituer au fil de la saison. Et c'est quelque chose qui a immédiatement surpris Ricciardo cette année. Et ils ont essayé un peu de revenir en arrière, mais au final, ça convient. Ricciardo, ça n'a rien changé. Il comprend même encore moins. Et Norris, il performe moins. Donc, c'est triste. C'est triste. Donc, ils ont tenté un truc, je pense. Je pense qu'ils ont tenté un truc et que ça n'a pas marché. Et ils peuvent pas se permettre non plus de trop... ouais, de plus s'y investir que ça, quoi. Ils ont tenté un truc dans les réglages et maintenant il faut revenir en arrière et c'est jamais forcément simple de revenir en arrière parce que même quand on n'améliore pas des nouvelles pièces, la voiture, on continue de la comprendre de mieux en mieux au fil de la saison et du coup on adapte ses réglages en conséquence, quoi. Donc même si on dit que le développement est arrêté en 2021, ce qui est le cas, les voitures continuent quand même d'être analysé après les courses parce que on veut quand même chercher de la performance dessus, quoi. C'est juste que le budget et les ressources sont concentrés sur 2022. Mais je ne mettrai pas ça du tout sur le dos de Norris qui est plus là à cause de la Russie. On va en parler dans quelques instants. Eh bien, parlons de McLaren, justement. La course de Ricciardo, au final, ça a été un désastre autant pour ses qualifications, mais on peut lui mettre quelques petits points pour éclaircir cela. Déjà, c'est que depuis le début de saison, ce type de tracé, c'est ceux où il y arrive le moins, c'est-à-dire ceux où il faut vraiment avoir une entrée en virage très précise, très rapide, et Ricciardo, c'est ce qu'il a le plus de mal à faire avec la McLaren, justement. Et là, on est sur plein de virages qui sont justement des virages rapides, qui demandent une entrée en virage assez carré. C'est marrant, virage carré, t'as compris. Et, euh, et l'autre chose, du coup, manque de rythme en qualification. Et l'autre chose, c'est que pendant la course, il a dû économiser de l'essence.
il a eu une alerte qui lui indiquait, enfin, qui indiquait à l'équipe qu'il devait vraiment économiser de l'essence. Et en fin de Grand Prix, on a découvert que c'était un bug. Voilà. Donc en gros, il a économisé la plupart de sa course pour rien. Donc il y avait peut-être quelques petits points à aller grappiller pour lui, très sincèrement. Et pour ce qui est de Norris, bah, bon, vous pouvez trouver qu'il est plus dans le coup depuis la Russie, mais là, je sais plus, je lui mets presque un 8, 9 sur 10 sur ce week-end, parce que on a vite compris que McLaren n'était pas dans le coup sur ce tracé, et il va chercher la quatrième place sur la grille de départ. Alors il y a les deux pénalités, encore une fois, de Bottas et Alonso, mais il va chercher la quatrième place sur la grille. En début de course, il arrive à tenir l'Alpine de Ocon, et, euh, et il tient son premier relais très bien. Malheureusement, le souci, c'est que sur son second relais, il a eu une crevaison. Il a perdu pas mal de temps, il a dû s'arrêter une seconde fois, il visait une course à un seul arrêt, mais si, comme Alonso, il arrive à le faire marcher, il y avait un top 5, hein, et top 4 si Perez n'arrivait pas à le passer. Donc non, c'est un excellent week-end de Norris, je trouve, dans une phase où l'écurie n'est pas dans le coup, à cause des raisons que j'ai évoquées. Mais ouais, sa fin de course était très bonne, la remontée en 9e place, parce qu'il sort des points, du coup il termine, il passe de 4e, je crois, à 13e, quelque chose comme ça, et en quelques tours il a remonté 12e. On a parlé de Bottas, il est remonté 9e, pardon. On a parlé de Bottas déjà au début, on a déjà parlé de Bottas, et comme je le disais, le live sera disponible dans quelques heures après sa diffusion demain matin sur la chaîne Blabla F1 VOD. Et demain, en fin de journée, j'aurai très certainement terminé le montage de ce live pour garder que la partie débriefing. Alors, ah d'accord, ok, merci Player One pour la faire de la publicité, ou si c'était toi qui t'en plaignais. Je travaille à côté de YouTube. C'est où YouTube? En Californie, non? C'est pas en Californie, YouTube? C'est un peu loin. Donc non, je suis pas en direct de YouTube, malheureusement. Ce serait marrant. euh, je sais pas. Ça doit être assez surréaliste quand tu ouvres ta fenêtre et pardon, en face de toi, il y a un bâtiment, c'est marqué YouTube dessus. Que penses-tu de la puissance du nouveau moteur Mercedes face au moteur Honda usé? Alors il faut savoir que Hamilton n'a pas utilisé son nouveau moteur ce week-end. Ils l'ont gardé de côté pour l'Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Mais on le sent un peu depuis. Enfin, les circuits de vitesse, ça reste Mercedes-esque. Après, ça dépend évidemment des réglages de la voiture, de tout un tas de choses. Mais je pense qu'il y a. Mercedes a toujours eu un petit peu cet avantage en termes de vitesse de pointe. En termes d'accélération, pas nécessairement, mais en termes de vitesse pure, c'est là où pour moi, ils ont toujours été au-dessus, quoi. Pour toi, tout se joue à Abu Dhabi, là où Red Bull domine habituellement. On est d'accord que sur les 7 dernières épreuves à Abu Dhabi, Red Bull en a gagné une. En 2013, oui, en 2013 c'est Vettel, en 2012 c'est Raikkonen, en 2011 c'est Vettel, je crois, en 2010 c'est aussi Vettel, mais on peut pas dire qu'ils ont dominé nécessairement, quoi. C'était assez proche avec les McLaren. Mais là, tu remontes à l'ère pré-hybride, quoi, si tu penses que Red Bull a dominé Abu Dhabi. Ils ont gagné en 2020, mais en 2014, 15, 16, 17, 18, 19, c'est Mercedes.
Ah, c'est Hamilton. Oui, Hamilton en 2011, autant pour moi. J'ai j'ai fait 2 fois 2013 dans ma tête. Hamilton, en plus, a toujours été très bon à Abu Dhabi. Parce que en 2009, il gagne la course sans un problème moteur. C'était d'ailleurs son premier abandon technique en Formule 1, Abu Dhabi 2009. Il y avait 2010 où il termine deuxième, juste derrière Vettel et pas loin. En 2011, du coup, il gagne. En 2012, pareil, il gagne sans un abandon technique. Et non, non, c'est un tracé qui, pour moi, c'est un tracé à la Hamilton, hein. C'est tout à fait un tracé à la Hamilton en termes de. Après, Verstappen est très bon dessus, mais après, reste à voir, parce que faut pas oublier qu'à Abu Dhabi, il y a eu des modifications qui peuvent faire la différence, parce qu'on a 2 virages très rapides supplémentaires à la place de 2 sections sinueuses. Oui, c'est vrai qu'en 2016, Hamilton est très très mauvais à Abu Dhabi. Il roulait super lentement. Il a bloqué son équipier pendant toute la course, c'était assez gênant à voir, hein. Ah, il allait pas vite hein, en 2016. Aller tout droit, c'est facile, ouais. Il y a quoi? Enfin, ça fait 2 lignes droites, du coup. Enfin, il y a toujours les 2 longues lignes droites. Il y aura... ça fait 3 virages serrés, 4, 5, 6, 7 virages serrés en moins. Ce qui est bien. Parce que c'est ce qui tuait la course à Abu Dhabi, un peu ces sections-là. Autant la première chicane qui a sauté, celle que je vais l'appeler la tête sauvée de Schumacher, quand Liuzzi lui passe comme ça dessus en 2010. Cette chicane-là, c'est un endroit où tu peux, il peut se passer des trucs, et encore plus vraiment depuis l'ère hybride. Donc ouais, c'est pas plus mal en fait qu'il la fasse sauter. Et après, il y a la section de l'hôtel aussi, ils ont un peu arrondi les virages, donc ça devrait être un petit peu mieux. Ouais, non mais honnêtement, je Abu Dhabi 2016, pour moi, c'est un des meilleurs. Alors, en termes de finale, t'étais comme ça, t'étais comme ça. Parce que si Rosberg il lâchait, c'était exceptionnel. Mais il a pas lâché, ce qui était aussi exceptionnel. Mais Abu Dhabi 2016, pour moi, c'est une des plus belles prestations d'Hamilton. Parce que j'adore. Et en fait, je ressors ça. Enfin, j'aime ressortir ce genre de choses quand. Parce que Hamilton, c'est pas quelqu'un qui a l'air de dégager la motivation et tout. C'est quelqu'un qui a toujours l'air abattu quand il y a un truc qui va pas, si tu vois ce que je veux dire. Parce que on dit souvent, ah là là, il gagne pas, il va arrêter. On l'entend presque tout le temps, ça. On l'entend presque tout le temps. C'est juste sa manière d'être. Il abandonne pas. Et juste ce Grand Prix de 2016, alors que le championnat était dans les mains de Rosberg. C'était Rosberg qui perd le championnat, pas Hamilton qui le gagne en 2016. Et bah c'est quand même Hamilton qui force un peu Rosberg à le perdre, quoi. En roulant, la manière dont il gère la course à Abu Dhabi, comment ralentir Rosberg, comment prendre suffisamment d'écart pour pas que Rosberg le dépasse, sachant que Rosberg, quand il faut aller chercher le dépassement, c'était un tocard, donc il y serait allé. Donc non, non, c'est exceptionnel ce qu'il a fait en 2016, Hamilton, je trouve. Ouais. Mais que ce soit Hamilton ou Verstappen qui gagne, ce sera un titre exceptionnel et oui, c'est pour moi. Je cache pas que j'ai toujours une préférence à l'idée d'avoir un nouveau champion du monde, mais Hamilton, il y a toute cette déjà ce championnat en tant que tel fait qu'à la fin, peu importe qui gagne, ça sera incroyable. Mais d'un côté, il y aura à la fois l'histoire de celui qui devient 8 fois champion du monde, ce qui sera voilà un nouveau record établi. Et d'un autre côté, il y a l'histoire du prodige néerlandais qui arrive enfin dans une saison à très haute tension, quoi. Parce que
passé un stade de l'année, on disait ah, c'est bon, Verstappen il a le titre en poche et tout, mais depuis Silverstone, depuis les améliorations de Mercedes à Silverstone, qu'il ne faut pas oublier, euh, ils sont sur une autre ligue Mercedes. Parce que si tu regardes la Hongrie, si tu regardes un petit peu tout ce qui a un petit peu suivi, les circuits un peu techniques, Sochi, tout ça, ils étaient bien bien devant. Et ouais, pour moi, les victoires de Verstappen à Zandvoort, à Interlagos, qu'est-ce qu'il a gagné d'autre depuis cette seconde moitié de saison, c'est surtout du Verstappen qui est excellent sur ses tracés très rapides et qui arrive à mettre en exergue toutes les forces de sa Red Bull, quoi. Et je pense que vraiment sur autant le Qatar, je pense l'Arabie Saoudite, on devrait avoir un match à peu près équitable, un peu comme au Qatar, avec un léger avantage Mercedes. Autant, je pense, sera pareil à Abu Dhabi, mais avec un léger avantage Red Bull. Justement parce qu'il y a maintenant plus de sections rapides que de sections lentes. C'était le 900e Grand Prix de McLaren hier, pour info. Merci, Clément. Ouais. Bon, AlphaTauri. Non, il y avait un énorme rythme, hein. Très gros rythme. Deuxième et huitième sur la grille. Évidemment avec les pénalités encore une fois de Bobo et de Maximus. Mais la voiture était pas opérationnelle du tout en course et ils ont fait marche arrière, hein. Gasly de son côté, bah, son erreur en qualification lui a presque été salvatrice. En allant trop large, casse son aileron avant, il crève l'avant droit. Mais malgré cette première ligne, cette première ligne dans sa carrière en course, on a vu que l'AlphaTauri n'avait pas de rythme. Il a fait pas mal de petites erreurs dues à du surpilotage. La gestion des températures, c'était un calvaire. Et l'avant gauche était vite mort. Et c'est pour ça que je compare avec les Alpines et un peu la course de Vettel. Parce que ils ont tous démarré avec les pneus tendres de la Q2, donc des pneus utilisés en Q2, mais ils ont même pas tenu 15 tours, hein, je crois, les deux AlphaTauri avec leurs pneus soft usés. Gasly s'arrête au 12e tour, Tsunoda s'arrête au 9e tour, voilà, ils n'ont pas tenu super longtemps. Quand tu compares à Ocon qui allait jusqu'au 22e, on a eu qui d'autre? Alonso, pareil, 21e, ou 22 et 23, ça doit être, pardon, autant pour moi. Si tu regardes Vettel, qui allait lui jusqu'au 25e tour, quand tu te dis que même sur une stratégie à deux arrêts, s'arrêter au 12e tour avec les softs, en comparaison, c'était très mal parti. Donc oui, l'AlphaTauri, encore une fois, qui n'arrive pas à maximiser son potentiel en course. Et pour ce qui est de Tsunoda, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était un week-end propre pour lui. Il continue un petit peu d'apprendre. La voiture était là en qualif. En course, il n'a pas fait d'erreur particulière. Il s'est même plutôt bien défendu en début de Grand Prix face à Bottas et à Stroll. Donc c'est tout ce que j'aurais à dire sur eux. C'est assez regrettable, mais ainsi sont les choses. Hélas, chez Alfa Romeo, bah, là on tombe un petit peu du côté figurant de la force. Kimi Raikkonen qui était très content de sa voiture, qualifié 16e, mais il disait non, mais c'est juste qu'on va pas vite, mais content de la voiture. Il n'y a rien à améliorer. Et ça lui a suffi, et ça lui a également suffi pour faire un excellent Grand Prix, hein. C'est un petit peu dans l'anonymat malheureusement parce que bah, il n'a pas de super bagnole. Mais sur une course à deux arrêts, soft, medium, dur, il termine pas loin de Tsunoda et Ricciardo qui sont dans des monoplaces qui devraient théoriquement être plus loin devant lui. Une nouvelle fois Raikkonen devant en qualification. J'ai l'impression, je le redis, que depuis son retour en Russie, il a trouvé le truc en qualification face à Giovinazzi, où c'est Giovinazzi qui se plante, mais
mais qui m'y régale, honnêtement, depuis quelques Grands Prix maintenant. Et la course de Giovinazzi, en qualification, j'ai pas grand-chose à relever de particulier. Il a fait une nouvelle fois un super départ, il se retrouve 14e à la fin du premier tour, mais j'ai l'impression que c'est toujours à peu près le même scénario. Il peut être devant à la fin du premier relais, mais en fin de course, il est 24 secondes derrière Raikkonen. Il s'est retrouvé bloqué derrière Latifi pendant quelques tours, et il n'a pas plus avancé que cela pendant le Grand Prix. Et ouais, pour moi, ça remet en avant un des trucs qui m'a exaspéré avec Giovinazzi, c'est sa transparence en course. Alors, il faut pas oublier, même si j'aime pas me servir de cette excuse, que Raikkonen reste un des meilleurs, et là j'utilise le M majuscule au sens historique, pilote de course. C'est-à-dire du départ à l'arrivée, il est, il est du même calibre qu'un Alonso pour moi en ce sens-là. C'est un excellent gestionnaire, il sait parfaitement gérer ses grands prix du début à la fin. Mais ça, au bout de 3 saisons, la fatigue commence à se faire sentir et désolé mon Jojo, c'est vrai que bon, il a pas une voiture facile entre les mains en plus, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On peut pas faire bien mieux. Bonjour Florian. Ah bah ça va me permettre de le dire pour tout le monde. Aucun rapport à quand la review de la saison 2011 Jamais. Parce que j'ai aucune raison de la faire. Pourquoi 2011 ça, j'ai prévu de reparler de saison complète à l'occasion. J'ai des projets en cours, mais 2011, enfin, c'était pas une mauvaise saison, mais c'est pas le truc le plus pertinent à aborder. Je pourrais le faire si je fais une review de Pirelli, parce que pour moi 2011 c'est surtout une saison Pirelli, mais à part ça, sportivement 2011, la première partie était pas trop mal, mais ouais, c'était pas le plus brillant à aborder, quoi. Donc, non, non, je préférais me concentrer à d'autres saisons, si je dois le faire. Ouais. Je vais déjà terminer la... Alors, pour y répondre, je veux déjà parler de... Terminer la review historique, donc qui va aller de 2005 à 2020. Et celle-là, j'attends que l'année de F1 soit terminée parce que je préfère me concentrer pleinement sur la saison qu'on a en cours, préparer la review de la saison 2021 parce que ça, j'ai prévu de la faire parce que j'aime bien cette idée de revivre la saison qu'on a eue du début à la fin. Et ensuite, m'attaquer, conclure la saga Red Bull, conclure la saga du plus grand pilote du monde. Et en plus, je me dis, ça peut être... Enfin, j'ai envie d'attendre la fin de cette année pour écrire la conclusion. Donc, voilà. Mais honnêtement, je suis content que cette série autour du thème de Fangio à Hamilton ait de telles réponses parce que c'est je pense pour moi quelque chose qui pourrait qui me donne le plus l'opportunité de faire quelque chose d'aussi pro que possible, euh, d'aussi précis, d'aussi... Parce que... vas-y, vas-y, là je vais être tac, tu vois. Mais tu vois, chez moi, c'est un côté, je vais dire, plus artistique que on va dire, t'as le côté artistique, t'as le côté pratique. Moi, je suis complètement sur le côté.
ça se voit peut-être pas, mais dérangé de la cervelle. Et du coup, cette approche d'aborder l'histoire de la Formule 1, pour moi, voilà, je suis dans une cour de récréation avec tous les jouets du monde. Et, euh, et ça me permet le plus possible de travailler l'aspect créatif des vidéos. Et c'est le truc que j'adore, donc je suis content que ça plaise autant. Donc oui, c'est vrai, Eric, il y a un côté très personnel dedans, donc voilà, je l'assume, et si ça plaît, j'en suis content. Hop là. Non, non, non. C'est pas du tout prévu. Ça dépend sur quoi tu me demandes, pardon, si je devais choisir une F1 de toute époque confondue. Je- Moi, je remonte dans les années 60. Ça reste, mais la Lotus, alors je sais plus les noms, hein, mais celle de Jim Clark en 65, là, celle avec laquelle il gagne son titre, ouais, c'est une de celles qui me vend le plus de rêves. Et puis les quelques F1 des années 70, j'ai un peu grandi en fantasmant sur la Ferrari de Loda de 76. C'est des trucs. C'est plus les F1 de ces années-là, mais celles des années 60, c'est. Ouais, surtout à partir de 66 aussi, avec les moteurs, les gros moteurs arrière, là, c'est quelque chose de très très lourd. Hmm. Alors, la Ferrari de Leclerc, on en a déjà parlé plus tôt. C'est juste qu'il y avait des dégâts sur son châssis, sur ses suspensions. On pense que ce serait dû au fait qu'il ait pris un vibreur un peu méchamment en Q1. C'est la théorie émise par Ferrari. Hmm. Pour conclure vite fait avec les figurants, Russell, il passe en Q3, en Q2, pardon. Il n'y avait pas bien mieux à espérer de sa part. En course, il prend un départ correct, il arrive à passer quelques pilotes, mais ouais, il n'y avait pas grand-chose à espérer avec le rythme de la Williams. Il a pu un petit peu s'amuser avec Raikkonen, avec Giovinazzi, mais il a eu cette crevaison en fin de course qui l'a forcé à s'arrêter une seconde fois et qui l'a fait terminer derrière la Haas de Schumacher en 17e position. Latifi, la semaine dernière, il a dû faire son meilleur week-end en Formule 1, donc je pense qu'on a vu le meilleur de Latifi en Formule 1. Euh, Loin de Russell en qualif, un petit peu à l'habituel, j'ose être taquin. Au départ, c'était pas très brillant, il est tombé un petit peu derrière Jojo, et il est tombé derrière les As, je crois, même à un moment, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus super, et puis il n'a pas été aidé du coup par cette crevaison en fin de course. Il a eu cette lutte intéressante avec Giovinazzi, justement, mais il y avait, à part cela, pas grand-chose à dire sur la course de Latifi. On lui a demandé de s'arrêter sur le bord de la piste parce que c'était trop dangereux de terminer le tour, ça aurait détruit toute la voiture. Et on était à quelques tours de la fin, donc il n'y avait plus rien à espérer. Schumacher. La course de Schumacher, bah du coup, qualification pas mal, hein, il termine pas loin du tout des Alfa Romeo qui étaient devant lui. De toute façon, avec ce qu'il a entre les mains, il n'y a pas mieux à espérer. En course, c'était pas nécessairement une nouvelle fois le moment où il pouvait le plus faire briller son talent, mais je pense qu'il a fait quelque chose de bien. Il a eu quelques dépassements, il a eu quelques petites batailles roue contre roue, à droite à gauche, avec les As, avec les Alfa Romeo, avec Vettel aussi quand il est tombé en fond de grille au début. Donc, ouais, c'est à peu près ce qu'il y a à dire. Il démarrait en pneu soft, c'était pas aussi le plus efficace pour lui. À l'inverse de Mazepin, du coup, qui a démarré, lui, sur les pneus médium. Les deux As ont fait des courses à un seul arrêt, d'ailleurs. C'est bien pour les pilotes de travailler un peu des longs relais de la sorte.
Mais pauvre Nikita n'a pas du tout été aidé par le fait qu'il n'a pas pu rouler en essai libre 2, la séance la plus importante pour préparer la qualif et la course à la vue des températures, de l'horaire, tout ça. En essai libre 3, il n'a pas pu rouler non plus, à chaque fois à cause de différents problèmes techniques. Et au final, en essai libre 1, il n'avait pas eu l'occasion de faire de vrais tours compétitifs. Donc il s'est retrouvé en qualification à pouvoir essayer vraiment la voiture pour la première fois dans ses limites. La qualification était du coup désastreuse en conséquence, mais son rythme en course, au moins on a vu qu'il s'améliorait tour après tour, et en fin de Grand Prix, il a fini par être pas très loin des temps de son équipier, donc c'est une nouvelle fois à mettre à son crédit, après un week-end encourageant la dernière fois au Brésil. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai noté. Oh, oui, non, mais ça c'est bon. Ok. Alors si tu prends une McLaren de Senna et une McLaren de Norris sur le même circuit, bah tu prends... tu compares. En vrai, quels circuits n'ont pas changé depuis Senna et Norris? euh, Spa a changé, Monza a changé. Non, ils ont tous changé. De toute façon, elle sera forcément plus lente, la McLaren d'avant. Donc, voilà. Et aussi, oui, sur Mazepin, il avait aussi le châssis plus lourd, puisqu'il était revenu à son ancienne spécification. Ouais. Ouais, le vilain Streamlabs, il arrête pas de mettre des petits messages pour demander des pouces bleus. Monaco aussi a changé, hein, donc la section de la piscine, la section de la rascasse, la sortie du tunnel aussi. Sinon, si la sortie du tunnel a été revue, je crois, dans les années 2000 aussi. Donc, même Monaco a pas trop changé. Hmm. On l'avait lancé celle-là, celle de Giovinazzi peut devenir fabricant de pâtes. Il faut qu'il se mette la main à la pâte. Joli, joli. Je sais plus c'est quand qu'on a mentionné cette idée-là, les Giovinazzi à la carbonara. Ouais, non mais oui, ils ont tous changé, Imola a changé, tous. In- Interlagos, bon point. Si, ils ont refait dans les années 2010 la sortie du virage 3, je crois, de DS de Senna, il me semble. Mais pas grand-chose. Ça doit être le plus proche, ouais, Interlagos, bien vu. Alors, ouais, Jeddah, bon, on va y dire deux, trois mots. On en a parlé, je reviens, je fais un peu la pub parce que je sais que tout le monde déboule un peu. J'ai épinglé un message dans le chat. J'ai créé une chaîne Blabla F1 VOD pour tous les replays de live, donc on en a un petit peu parlé dans le live d'hier sur l'arrivée du tracé de Jeddah, mais ce qu'on en disait, c'est que on n'est globalement pas optimiste. Le tracé est amusant, je pense, pendant un tour ou deux, mais les pilotes, ils vont vomir hein, en sortant des voitures. Ils vont vomir en sixième, en 6-7e tout au long, ça va être ça va être difficile pour les estomacs là. Donc et puis non, ça m'inspire vraiment pas confiance pour être honnête. Moi, c'est l'aspect sécuritaire qui me fait peur en plus du tracé. Je j'ai ces flashbacks un petit peu de Bakou, l'accident de Verstappen, l'accident de Stroll. Pour moi, c'est des trucs qui auraient pu très mal finir si on avait un autre pilote derrière ou si la voiture rebondit mal. Voilà, je mets le... Donc là, quand je vois ces gros slaloms sans zone de dégagement, ça m'inquiète, hein. Ça m'inquiète pour être honnête. Hop là, remplacer le message épinglé. Voilà, elle est là. Abu Dhabi, ça a changé aussi. Abu Dhabi, ah oui, oui. Putain, je me fais avoir comme un con. Ouais, bien joué. Bien joué. Non, mais je pense qu'il y a quand même une sacrée différence entre les fins des années 80-90 et
Parce que déjà en termes d'aérodynamisme, on en connaissait beaucoup moins. Donc, et je maintiens que pour moi, avec toute l'admiration que j'ai pour les Loda, pour les Fangio, les Stewart, tout ça, les pilotes d'aujourd'hui sont pour moi meilleurs que ceux d'avant, dans le sens où ils sont... euh, c'est des machines, les pilotes d'aujourd'hui. Ils sont limite programmés pour être performants. Et ils ont les simulateurs pour se préparer, ils ont tout un tas de connaissances euh, ingénieriques qui n'ont pas autant d'importance parce que les ingénieurs font tout le boulot, mais qui sont hyper intéressantes en tant que pilotes. Physiquement, ils sont tous hyper préparés. Combien de fois on entendait des histoires de pilotes qui lâchaient le coup sur certains grands prix physiques comme Monaco parce qu'ils étaient épuisés. Aujourd'hui, ça n'arrive plus parce qu'ils sont hyper bien entraînés physiquement. Et même si à la fin des grands prix, ils sont soufflés, ils ont des préparations physiques qui sont incroyables. Donc, je pense que en termes de temps autour, les, euh, si on mettait un pilote d'aujourd'hui dans les machines d'avant, il aurait aucun problème à faire les mêmes temps autour si on lui demandait d'être compétitif. Bonjour Serpico, bienvenue. Le go, le bon go logo blabla, formule blabla qui signifie que tu es membre depuis plus d'un an et je t'en remercie. Ils sont pas meilleurs, ils sont mieux préparés, c'est différent. Oui, mais la préparation physique a un impact dans les performances, pour moi. Et quelqu'un de mieux préparé, enfin je dis n'importe quoi, mais si tu prends le cas de l'école, t'as beau être le premier de la classe, tu comprends tout facilement, si tu révises pas un examen, il y a de grandes chances que celui qui est moyen mais qui s'est super bien préparé arrive à avoir des notes similaires aux tiennes, sinon peut-être mieux. Moi, généralement, j'étais plus du côté du gamin qui comprenait rien et qui bossait pas assez. C'est un mélange des deux, mais dans le mauvais sens. Mais voilà, ça n'empêche que si tu cherches mes héros de la F1, bon, encore une fois, tu les vois pas trop sur ce mur, mais c'est ceux des années 50, 60, début, même 70. C'est, ouais, j'ai beaucoup trop d'admiration pour ça, et puis, comme je rêverais de pouvoir regarder un Grand Prix de Fangio ou de Clark avec autant de une aussi bonne couverture télévisuelle qu'aujourd'hui, ce serait sublime. Il existe quelques grands prix que vous pouvez trouver sur YouTube. Malheureusement, bon, c'est noir et blanc, la qualité est pas top, l'image est assez lisse, mais ça reste un régal à regarder, de se projeter, quoi. Parce que comme je vois dans le chat, les mecs, ils sont en polo, ils ont un petit casque, et tu les vois, enfin, les machines des années 50, c'est des trucs qui sont tout droits, avec des pneus épais comme ça, avec des volants de camionneurs, tu vois. Et c'est sublime à regarder. Et quand tu vois un Fangio à l'œuvre, que tu le vois manier son volant avec il- la manière dont il tourne son truc, dont il arrive à garder la voiture en piste, tu comprends. Enfin, pour moi, que il avait 30 ans d'avance. Il avait 30 ans d'avance sur tout le monde. Et c'est, c'est pour ça que j'ai tant d'admiration pour ces gars. Loda, évidemment, pour les mentions, pour les raisons que j'évoque souvent. Enfin, l'incident, sa capacité hyper rationnelle à poser les choses, à comprendre la voiture, qui s'embête pas à y mettre les formes quand il doit dire un truc, et tu dis les choses, point, c'est fait, et ça marche. Stewart et son combat pour la sécurité, Clark et son... C'est un mec qui gagnait, voilà. Clark, tu le mets dans une voiture, il gagne, et c'est tout, c'est magique.
le mec, il participait à pratiquement toutes les compétitions automobiles dans le monde et il les gagnait toutes. C'est ça. Pour Sega, c'est qui Sega? Moi, je suis ingénieur, bien sûr. Euh, je peux vous ressortir je pourrais vous ressortir mes notes de mon baccalauréat littéraire. Je crois que j'ai eu 7 en physique-chimie. J'ai eu 6 ou 7 sur 20. Est-ce que Leclerc serait le nouveau Schumacher? Je pense que Leclerc a quelque chose de spécial. Hum, En termes de pilotage, il se rapproche de plus en plus justement d'un Schumacher, de cette approche de privilégier l'entrée de virage, freinage assez tôt, placer la voiture et, euh, et faire un petit peu ce que certains anciens appellent les short corners, les virages courts, tu vois. C'est d'essayer de raccourcir au maximum ton virage, réaccélérer le plus tôt possible pour avoir la meilleure sortie en virage possible, garder ta voiture droite pour pas abîmer tes pneus arrière, en prenant ton virage un petit peu lentement, tu préserves tes gommes avant, et tu regardes c'est ce que arrive à maîtriser à la perfection d'Hamilton Verstappen, ce qui faisait la force des Schumacher, des Prost, des Stewart, des Clark, des Fangio, et Leclerc, il commence à frôler cette zone un petit peu. Après, il y en a d'autres. Tu prends Senna, il n'était pas du tout dans cette approche. Et ça restait un monstre aussi en piste, Senna. Mais j'arrive à voir des parallèles un petit peu avec l'approche de Schumacher en piste. Euh, pour moi, il n'y a pas de... On fait de manière générale, de dire est-ce que machin est le nouveau machin, est-ce que vous pensez que Prost est l'héritier de Clark, par exemple, ou de Fangio, ou je sais pas qui, enfin, chaque pilote reste quand même unique, tu retrouves des similitudes dans certains parcours, mais chaque pilote écrit son histoire, et c'est ça qui est beau, enfin, dans 15 ans, quand on pourra raconter les histoires de Hamilton, de Vettel aussi, il y aura énormément de trucs à raconter, je pense. Ralf Schumacher, maintenant, il manage son fils en Formule... Il passe en Formule 2, je crois, le fils Ralf. Prost, c'est Monsieur Propre. Ouais, enfin... Ouais. Ouais, Prost, ouais. Comment c'était possible de monter dedans avec les conditions d'époque des vrais fous? Faut se remettre dans le contexte aussi. Euh, Bon, la course automobile date d'avant, bien avant 1950, mais on est dans une période d'après-guerre où la plupart des pilotes qui ont gagné, qui ont couru dans les années 50, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, certains ont même fait les deux guerres. C'était, je crois, non pas Farina, ou je sais plus. Je sais qu'il y a des pilotes de Formule 1 qui ont fait les deux guerres. Dans les Italiens, les Anglais, il y en a eu, et les Français évidemment. Et c'est quelque chose qu'il faut placer dans son contexte parce que on est là t'entres dans une analyse sociologique, tu vois, mais chaque héritier a envie de plus ou moins répliquer l'héritage de ses pères, tu vois, en quelque sorte de ses ancêtres. Et alors, personne n'avait envie de continuer à faire la guerre, évidemment, mais il y avait ce sentiment de combattant, de combativité qu'il y avait. Et c'est pour ça que tu retrouves des Colin Chapman, qui étaient des ingénieurs dans l'aviation britannique,
Jack Brabham, qui était ingénieur également dans l'aviation, qui se retrouve à créer des voitures et qui était si doué parce que une F1, au final, c'est fini par devenir un avion à l'envers, en un sens. Et les soldats, c'est devenu les pilotes, ceux qui vont à la guerre, en quelque sorte, dans les machines. Et Fagioli, peut-être. C'est peut-être Luigi Fagioli, ouais, je sais plus. Mais si tu places un petit peu ce contexte-là, tu comprends un peu mieux la folie des hommes de cette époque. Euh, j'ai envie de conclure là-dessus parce que on parlait un petit peu de Prost, de Monsieur Propre, et je veux faire écho un petit peu à Raikkonen tout à l'heure, j'en parlais. Voilà. Je voulais parler du plus grand nombre de meilleurs tours en Formule 1. Hop, voilà, c'est là. Coucou Wikipédia. On est... Ah, comment tu... Ah, ça marche pas, ça. C'est agaçant. Ah si, ça marche, ça y est, non, ça marche pas. On va le faire là. Ok. Tu regardes les pilotes avec le plus de meilleurs tours en course, bon, tu te retrouves avec Schumacher, Hamilton en tête. T'as 77 Schumacher quand même. T'as Hamilton, mais en gros, t'as les deux gros caïds. T'as les deux gros caïds, 7 titres, tout ça. Et regardez qui est le troisième. C'est lui le troisième. Pilote avec le plus de meilleurs tours de toute l'histoire de la F1. Et c'est pas comme si les deux du dessus, il avait déjà eu des machines dominantes. En fait, il en a jamais eu, Raikkonen, de machines dominantes. Il a eu des machines capables de gagner des courses. Peut-être la McLaren de 2005, mais elle finissait une course sur deux, donc pas vraiment. Mais Raikkonen, c'est un monstre. Quand je dis que Raikkonen, c'est un monstre en termes de rythme de course, j'ai envie de prendre ça pour preuve à l'appui. Parce que, ok, il a fait 347 Grands Prix, mais Raikkonen, dès son premier jour en Formule 1, ce qui a scotché tout le monde, c'était son rythme de course. Parce que ce que tous les pros diront toujours, les observateurs diront toujours quand un nouveau pilote arrive en course automobile, allez vite, n'importe quel pilote de Formule 2 de catégorie inférieure sait le faire. Tu le mets dans une Formule 2, il va aller vite. Parce que c'est des pilotes de course. Par contre, demande-lui d'être rapide pendant 58 tours. Et là, tu vois vraiment ce qu'il vaut. Et Raikkonen, il arrive, il a, je crois, 23 Grands Prix en monoplace. Il arrive avec une licence provisoire tellement qu'il n'a pas d'expérience. Et incroyable dès son premier Grand Prix. Et il n'a fait que se bonifier avec le temps. Malheureusement, pour moi, c'est Kimi, un pilote qui a un petit peu trop marché en dents de scie en général, mais en course, il a toujours été puissant. Et regardez, le vrai maître des années 80 pour moi, c'est lui pour moi le dieu des années 80. Je le dis, babe, reste 100 fois, je le dis 100 fois, reste cool, baby. C'est Alain Prost, le meilleur des années 80 pour moi. Après, il a eu plus souvent une meilleure machine que Senna dans ces années-là, mais un monstre, Alain Prost, et ses grands prix, un petit peu à l'instar d'un Lauda qui est juste là à 9e avec 24. Un pilote de course du dimanche. Et je suis en train de me dire, il est... Je viens de capter. Tiens, il en manque un, tiens. Il est où le copain de Prost? Il est dans les pole positions. Parce que c'était sur un tour Senna, c'était incroyable. D'ailleurs, honnêtement, enfin, n'importe quel... Le plus connu, ça reste Monaco 88, et ça le restera à jamais, je pense. Le tour le plus iconique de qualification de l'histoire. Je ne pense pas que ce sera jamais égalé ce qu'a fait Prost, ce qu'a fait Senna à Monaco en 88. Mais ce qu'a fait Prost dans sa carrière en course, c'était exceptionnel aussi. Ah, Vettel, pas mal. Et tu retrouves après les autres, mais après tu regardes les Grands Prix, tu te dis Jim Clark, 28 meilleurs tours sur 78. Regarde le ratio par rapport aux autres, quoi. 38%. Ah, mon pauvre Jimmy. Ah, je suis en train de m'extasier là. Euh, Qu'est-ce que j'ai raté peut-être
Ouais, mais c'est peut-être Fagioli, ouais, qui a fait les deux guerres, mais il y en avait peut-être d'autres, ou je sais pas. Mais bon. Kimi, t'étais tellement fan de lui, quel bonheur de le voir arriver derrière Schumi et de gagner. Honnêtement, ouais. Pour moi, le Kimi de Ferrari en 2007, pour moi, Raikkonen en général n'a jamais été aussi bon qu'avec des pneus Michelin. Dès l'instant qu'il est passé au Bridgestone en 2007, c'était plus le même. Il, il était sublime avec les Michelin chez McLaren. Il les comprenait, il était parfait avec. Après, c'était plus pareil. Et c'est dommage, mais ça m'évoque pratiquement un peu Villeneuve qui n'a jamais réussi à s'adapter au Formule 1 de 98. Ou Vettel qui semble avoir souffert depuis qu'on est passé sur les F1 en 2014, qui était très différente, quoi. Et même Raikkonen, il l'a avoué, jamais avoir vraiment apprécié ces F1, et même Alonso post-2014. Après, ça reste des Formule 1, quoi, mais c'est pas le même sentiment, mais tu sens que ça, chez Raikkonen, pour moi, ça s'est beaucoup senti sur son pilotage. Prost a le même ratio qu'Hamilton, j'ai même pas capté. 20... Ouais, 20,6% et 20,2% pour Hamilton. Ouais, ça se joue à rien, hein. Bon, je pense que j'ai beaucoup digressé ce soir. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Vous pouvez envisager de vous abonner si ce n'est pas fait, mettre un petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne pour de futures aventures. Le lien de la chaîne de replay est épinglé dans le chat. Et pour quelque temps, on continue à faire un petit peu de promo pour NordVPN qui vous offre un blabla riche qui va devenir très très riche. C'est pas vrai. Mais qui vous offre surtout une offre fort intéressante si vous voulez avoir un VPN pour vous connecter dans d'autres pays pour regarder principalement, pourquoi pas, de la Formule 1 en vous connectant en Belgique. Et si vous voulez privilégier l'aspect financier à l'aspect qualitatif, c'est une alternative qui peut vous intéresser. Donc voilà, lien en description, il y a une grosse promo. Vous pouvez comparer par vous-même les offres F1 TV, Canal+, et NordVPN et voir par quel moyen. Après, si vous cherchez la qualité, je ne prône que F1 TV, mais si voilà, vous voulez regarder les F1, la F1 en toute tranquillité et légalité et que vous n'avez pas la chance d'être en Belgique, voilà ce que j'ai à vous dire. Merci encore une fois de votre soutien. On se dit très bonne nuit, des gros bisous, à très bientôt et à vous les studios.